Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique très à chaud dans la Melon Mobile à la sortie du cinéma, je vais vous parler de ce film d'animation que beaucoup de gens attendaient avec grande impatience, sorti ce mercredi en salle, Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Into the Spider-Verse ou New Generation, chez nous sorti fin 2018. Il a fallu attendre 4 ans et demi pour avoir donc ce métrage qui est toujours coécrit par Phil Lord et Chris Miller et aussi Dave Callaham, réalisé cette fois-ci par un autre trio, Kemp Powers, Joaquim Dos Santos et Justin K. Thompson. Au casting vocal VO, on retrouve à peu près les mêmes, Shameik Moore pour le rôle de Miles Morales, Hailee Steinfeld qui est Gwen Stacy, apparition de Oscar Isaac qui interprète Spider-Man 2099 alias Miguel O'Hara, et beaucoup d'autres gens que je ne vais pas citer, alors qu'en VF, Stéphane Bach fait Miles Morales, Shirin Boutella interprète Gwen Stacy, on a Mathieu Kassovitz qui fait Miguel O'Hara. Voilà, tout ça. Et il y a beaucoup de personnages, oh là, vous n'avez pas idée. Évidemment, ici, on se retrouve à peu près un an et demi après les événements de Into the Spider-Verse. Miles Morales est donc devenu le nouveau Spider-Man de son univers après la mort de Peter Parker, si vous avez suivi le premier film, tout ça. Il doit faire face à son destin, malgré quelques maladresses, et donc sauver les gens, quoi, tout simplement. Mais de son côté, Gwen Stacy aussi doit faire face à son destin, puisque le métrage s'ouvre sur elle, un petit peu sur son origin story. Son père, le père de Gwen, qui est chef de la police, c'est un petit peu comme dans un certain live action, parce que les Spider-Man au cinéma, il y en a eu beaucoup. En comics, d'autant plus. Parce que là, tous les Spider-Man des comics, ils doivent, à mon avis, fourmiller dans cette suite. Bref, donc ces deux héros de deux univers qui s'étaient déjà rencontrés dans le précédent vont se réunir, mais peut-être pas pour les raisons que Miles espérait. Lui qui semble avoir un crush sur Gwen, on le voit dessiner en mode street art et sur ses cahiers, son portrait. Serait-il amoureux? Et oui, beaucoup de choses vont se passer parce qu'il va devoir faire une menace, Miles Morales, un méchant qui s'appelle La Tâche, Spot je crois en VO, qui est doublé par Jason Schwartzman, un des acteurs fétiches de Wes Anderson, et qui, il a des trous noirs sur lui, et il crée des problèmes. Et il semble vouloir aller très loin parce qu'il juge Spider-Man comme responsable de son état. De son côté, Gwen Stacy fait face à un vautour en mode Léonard de Vinci venu du passé. C'est extraordinaire là. Mais voilà, elle se fait arrêter sur place par un autre Spider-Man venu d'ailleurs qui la recrute dans sa team. Un petit peu contraint et forcé parce que le Spider-Man 2099, la Miguel O'Hara, qui vit dans le futur, il a la Spider Society, je crois, qui en gros unit tous les Spider-Man de tous les univers afin d'être sûr que les choses se passent bien. J'en dis pas plus, je ferai une zone spoiler, je suis obligé. Et tout ceci va se mélanger parce que la tâche, le méchant, l'anomalie de l'univers de Miles Morales a des idées de grandeur. Miles Morales lui-même va devoir vraiment faire face à un choix, à un dilemme. Et tout ça va se rentrer en collision en mode spectaculaire absolu avec un lien par rapport au premier film, le fameux truc là, je sais plus comment ça s'appelait, Synchrotron, voilà, du Caïd et tout, qui a des répercussions. Ce qui s'est passé là avec tous ces univers qui sont possibles, qui peuvent voyager de l'un à l'autre potentiellement, oh là là, ça crée un sacré bazar. Et ce film, oh oui, c'est un magnifique, majestueux bazar de 2h20. Faire une vidéo à chaud comme ça n'a presque aucun sens, tant c'est sur le spectaculaire, le ressenti, les émotions que j'en ai pris plein la tronche. Mais alors, oh là là, c'est pas que c'est compliqué en soi, non. C'est que ça fourmille tellement dans tous les sens, que chaque plan a une idée, que chaque séquence va vite. Des choses, bon, des fois ça se pose, mais même quand ça se pose, c'est magnifique. À un moment, il y a une scène où on les voit retourner face à New York et suspendus. Il y a quelque chose de magnifique là-dessus. Toute scène a quelque chose à offrir. Évidemment sur le plan artistique, puisque tous les univers d'animation sont plus ou moins convoqués, que ce soit le pop art à l'ancienne, un peu punk, parce que oui, on a un Spider-Man punk à un moment, le cyberpunk, pour le coup, futuriste du personnage de 2099, les animations que vous avez déjà vues dans le premier film, plus si affinité, et on voyage, et c'est fou, on va en Inde aussi à un moment, magnifique. Il y a un travail derrière. Je ne sais pas combien d'animateurs, d'animatrices ont été engagés
pour faire ce film. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Déjà plus de 3 ans, 4 ans. C'est absolument gigantesque. J'ai pratiquement jamais vu ça. J'ai envie de dire, on avait vu ça dans le premier. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêtes. Je vous le dis derrière l'écran, si vous voyez cette vidéo, préparez-vous à avoir une vague colorée, lumineuse, dans tous les sens, et de personnages. Et évidemment, à un moment, on est à 2 doigts de l'overdose. Je l'avoue, à certains instants, j'étais là, wow, pose-toi, film. Oui, à certains moments, ça se pose, c'est très bien. Je parlais de cette scène où ils sont suspendus, magnifique, quoi. Mais oh là là, ça part tellement dans des univers, c'est le cas de le dire. Il y a tellement d'enjeux. Et en plus des enjeux qui emmènent d'autres enjeux encore plus gros. Le film, dans sa deuxième partie, te surprend, mais pas de la manière que tu aurais imaginé. Et puis évidemment, alors, des choses qui m'ont forcément échappé. Tout un tas de références dans tous les sens à des comics. Alors là, si vous avez lu tous les comics Spider-Man, je pense, est-ce que c'est possible d'avoir lu tous les... Bon bref, si c'est le cas, vous allez vous régaler. Il y a des références aussi à la pop culture actuelle. Ça va au-delà des comics même, mais ça je vais le dire en zone spoiler. J'ai forcément raté des trucs, et tant mieux, parce que ça c'est au revisionnage, et en lisant et en écoutant des avis de plein de gens, ça va être formidable à décortiquer. Parce que là, les thématiques sont très puissantes, mais elles sont dans la droite lignée du film précédent, pas de souci. Qu'est-ce que c'est être un super-héros? Ça questionne ça vraiment à fond. Le héros solitaire, donc, qui doit cacher son identité, mais aussi avec ses proches, c'est compliqué. Le destin par rapport aux proches, c'est très fort sur la deuxième partie du film là-dessus. Est-ce qu'on peut changer les choses ou c'est comme ça, après tout, hein? Quelle est, on va dire, la trame destinée d'un héros comme Spider-Man? On se pose cette question avec Miles Morales, à un moment, il se prend ça dans la figure, quoi. C'est génial. Et voilà, se créer son propre groupe. Il y a ce fantasme-là, quand on est seul, Spider-Man 2099, il le fait, mais c'est peut-être pas pour les raisons juste d'avoir une nouvelle famille, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et alors, voilà, c'est... évidemment, on a autre chose que les Spider-Man, on a les parents de Miles Morales, surtout le père, le lien est là, est très fort. On a le père de Gwen, donc il y a ça qui se fait aussi en plus. Révéler son identité ou pas, assumer ou non, aller au bout de ce qu'on a, de ce rôle qu'on a récupéré un peu par hasard. Je rappelle que ce sont des Spider-Man qui sont devenus super-héros malgré eux en étant piqués par une araignée. Il y a tout ça là-dessus et on comprend en fait. Ça va très loin dans la psychologie en fait, même si ça va trop vite par moment. Le problème c'est que voilà, ça va trop vite. Mais comme tous ces personnages ont quelque chose de relié entre eux, ils sont dans la toile du Spider-Verse, le canevas du truc, eh bien ça fait sens. Mais oh là là, c'est... faut reprendre sa respiration derrière. Donc vidéo à chaud là-dessus. Je la fais parce que j'ai envie, mais je ne pose que des jalons. Alors je vais faire une zone spoiler pour 2-3 trucs, pour l'évolution de l'intrigue, parce que ça, je pense que personne ne savait en lisant. Enfin, il faut pas trop dire avant de voir le film, j'imagine, mais même là, attention, surprise, spoiler. Bon, à un moment, première chose, alors il y a des une référence, mais alors, les gens attendaient qu'il y ait Tobey Maguire ou Andrew Garfield, voire Tom Holland dans le film. Alors, c'est très spécial ça. À un moment, quand on est dans l'avenir, la cyberpunk de 2099, notre cher Miguel O'Hara nous présente le canevas des multivers liés à Spider-Man, humanoïdo, arachnide, je sais pas trop quoi, parce que humain piqué par une araignée. Et on voit les conséquences. C'est-à-dire, à un moment, il faut maintenir cet univers-là. Et c'est ça le rôle de Miguel O'Hara, donc c'est comme ça, pas autrement. Quitte à donc avoir cette notion de sacrifice qui est propre à tous les Spider-Man. Tous les Spider-Man sont obligés de perdre quelqu'un qu'ils aiment, que ce soit le père pour... Enfin, Gwen Stacy, son père, mais bon, le père de l'amoureuse pour les Spider-Man qui sont amoureux de Gwen, vous imaginez, que ce soit l'oncle Ben, hein. Et à un moment, oui, on voit Tobey Maguire, on voit Andrew Garfield. On les voit sur des images des films. Ils apparaissent pas, parce qu'ils ont perdu l'oncle Ben pour l'un, et le père de Gwen, hein, surtout, pour l'autre. À un moment, ça se mélangeait les pinceaux. Si je dis des bêtises, corrigez-moi en commentaire, parce que là, je suis à chaud et il fait chaud. Donc, on les a, ces caméos, mais c'est pas du truc putassier. Et c'est là que c'est génial, parce qu'on a réussi à avoir un univers multivers fort, avec un destin lié. Et franchement, je le dis, j'aime pas les comparaisons. Je le dis parce que je le pense et que c'est vrai, et dans l'analyse, ça me paraît cohérent et pertinent. Ce film-là, c'est l'anti-No Way Home. Vraiment. Parce qu'on utilise le multivers avec des enjeux qui dépassent les choses. Vraiment, avec une vraie cohérence. Pas juste on ramène parce que... Non, là, on a la psychologie absolue.
Et c'est extraordinaire. Alors, parfois, c'est un peu compliqué. Moi, j'avais de la peine pour les plus jeunes. Il y en a qui sont venus en famille avec des petits qui n'étaient pas bien, et les petits qui commençaient à pleurer, il y en a qui commençaient à courir. Il ne faut pas emmener son gamin de moins de 6-7 ans à ce genre de film, parce que ça va au-delà, et ce n'est pas un film d'animation pour les enfants, même si à certains moments, il y a de l'humour, et c'est coloré, c'est beau, oui. Mais ça va beaucoup plus loin, il y a des réflexions qui sont adolescentes et adultes. Cette visée-là, moi, je trouve ça très fort. Vraiment. Compliqué hein, pour le moment, mais très fort. Et puis donc, après ce qui arrive à Miles, c'est ça, donc ce destin, Canva et tout, à un moment, donc il apprend qu'il doit perdre son père. Il est obligé, parce que le père est chef de la police, et tous les chefs de la police finissent par mourir, grosso modo. Hein. Et donc, on empêche Miles d'aller sauver son père. On bloque Miles dans cet univers cyberpunk, et c'est là que Miguel O'Hara s'avère être un méchant. Surprise, mais un méchant particulier qui a cette Spider Society qui est une Spider Army, quoi. Il utilise tous les Spider-Man pour garder le multivers et le canevas cohérent parce que sinon, oulala. Et en parallèle, vous avez donc la tâche avec ses trous noirs et tout qui lui semble prêt à créer justement l'anti-multivers ou avec son antimatière tout foutre en l'air. Et autre, alors ça c'est magnifique, c'est génial ça. Ça c'est le truc du film. C'est que oui, on le sait, Miles Morales il est devenu Spider-Man. Par erreur, parce que dans son univers, il y avait déjà un Spider-Man, et dans chaque univers, il n'y a qu'un Spider-Man. Il est devenu Spider-Man parce que Peter Parker est mort, parce qu'il s'est fait mordre par une araignée qui ne vient pas de son univers. L'araignée qui a mordu Miles Morales, elle est d'un autre univers. C'était pas lui qui aurait dû être Spider-Man, non. Et c'est ça qui fait de lui une anomalie. C'est l'anomalie principale, Miles Morales, au-delà d'être un Spider-Man. C'est cette anomalie que... Miguel O'Hara veut garder. C'est très fort parce que ça fait donc de Miles Morales un personnage terriblement gris, malgré lui, qui ne peut pas être le héros qu'il est. C'est pour ça qu'il n'est pas accepté dans la mission au début, on comprend. Et qui doit être mis à l'écart parce que il a subi ce destin-là. Donc là, on a aussi cette idée d'émancipation parce qu'il fait le choix de ne pas rester en arrière, de vivre son propre destin, d'aller au-delà de ce canevas de l'univers. Après tout, hein, est-ce que tout est écrit selon lui? Non, rien n'est impossible. Hein, il y a ce motto qui revient. Et c'est extraordinaire, parce que là, il se libère à un moment, Miles Morales, son pouvoir, il va au-delà, par la psychologie, par cette envie de liberté et de casser les codes, parce que le film transgresse les codes, aussi bien artistique et visuel avec l'art qu'avec le personnage de Miles Morales, et c'est ça. Et alors, il retourne chez lui pour sauver son père, mais non, parce qu'en fait, la machine l'a renvoyé dans l'univers de l'araignée qu'il a mordu, là où il n'y a pas de Spider-Man. Et c'est là que le film s'arrête, avec ce cliffhanger qui nous ramène Miles Morales face à lui-même, celui-même qui a son oncle toujours en vie, mais le Miles Morales de l'univers 42, le Dark Universe, on va l'appeler comme ça, c'est le rôdeur, c'est le méchant dans un monde où il n'y a pas de super-héros. Et bam, le film s'arrête là-dessus, parce que maintenant, il va falloir récupérer Miles Morales, avec l'aide de Gwen Stacy qui va faire sa propre Spider-Family. On revoit d'ailleurs à la fin des personnages du premier qui ne sont pas dans le film. Et il va falloir sauver Miles de lui-même. Vous comprenez? Aussi bien dans cet univers, je spoil l'éventuelle suite, parce qu'une suite est prévue l'année prochaine, un Beyond the Spider-Verse, Miles aurait dû être le Spider-Man de cet univers où il n'y a pas de Spider-Man. Il est devenu le méchant, par défaut. Ça va être génial. Et donc, on ne peut imaginer que la tâche Spot va prendre, lui qui est devenu vraiment l'antimatière sombre à un moment, son passage en Inde, après avoir récupéré le contact avec le synchrotron, il est probablement très lié à cet univers sombre et ça va être très dark Beyond the Universe. Et je pense qu'il va y avoir quelques pertes. J'espère justement que ce film va être vraiment, vraiment jusqu'au boutiste à ce niveau-là. Et on en arrive au gros défaut du film au final, c'est qu'à la fin ça finit sur un cliffhanger et qu'il n'est pas complet. Et que ce film, en fait, il faudra le lier au prochain pour avoir un ensemble. Mais il était déjà lié au précédent. J'aime moyen l'idée du sériel au cinéma. Là on est en plein dedans et c'est le seul vrai défaut du film, c'est que c'est to be continued. Avec aussi le fait que ce soit très bavard par moment. Il y a de petits trucs d'humour qui sont un peu de trop par moment vu que c'est hyper florissant. Bon, c'est pour les jeunes, quoi. Mais voilà, c'est vraiment, l'écueil, il est là pour moi, mais connecté à celui qui va sortir l'année prochaine, si tout va bien, hein, je sais pas s'ils vont finaliser avec les scénaristes et tout, là, parce qu'il y a une grève à Hollywood, ça va être fort. Je ferme ma zone spoiler, parce que voilà, hein, sinon je vais faire trop long. Autre chose quand même, sur le plan artistique, il y a quelque chose de génial ici. Et c'est là où je me dis que c'est un film purement et ultra moderne, qui par moment est pas fait pour moi, parce que j'ai l'âge que j'ai, hein, plus de 40 ans, et que c'est un film très axé jeunesse qui utilise beaucoup de codes de jeunes. Moi j'aime bien parce qu'il y a une idée de transmission, voilà, on nous offre cette œuvre-là pour les plus jeunes, il faut l'accepter. C'est vrai que c'est très rythmé, effréné, c'est un petit peu voilà, à l'image du monde d'aujourd'hui avec les réseaux dans tous les sens. D'ailleurs, on a un Spider-Man virtuel dans sa réalité virtuelle à un moment. Hein. Vers la fin, c'est pas vraiment un spoiler de le dire, c'est là. Hein. Ça m'a rappelé Ready Player One, quoi. C'est l'idée. Il y a même un passage où on voit Spider-Man Lego. Là, c'est vraiment du caméo. Il y a même un personnage
qu'on voit dans un des films live-action de l'univers large, très large, Spider-Man, je vous laisse deviner lequel. C'est peut-être pas celui que vous attendez. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais bon, c'est pas grave. Bref, ça fourmille tellement qu'à un moment, je me sens un petit peu largué. Comme le premier, j'avais aimé, mais pas ultimement dans le sens où... Voilà. Là, j'avoue que même si je me sens un petit peu à l'écart et un peu trop vieux pour tout ça, j'avoue, là, je m'incline. C'est tellement fort, tellement puissant, tellement généreux, tellement travaillé, tellement intelligent derrière, que c'est un film à minima brillant. Alors, je ne sais pas où je le mettrai dans un bilan de fin d'année, parce qu'il faut que ça soit personnel aussi. J'essayerai de le revoir. Mais franchement, foncez. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Spider-Man Across the Spider-Verse. Allez, j'arrête là, parce que sinon, j'en peux plus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.